Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci à l'association GEST de m'avoir sollicité pour cette intervention. Donc je vais gesticuler devant vous pendant une demi-heure voilà, pour présenter quelques informations sur l'oïdium. Alors je vais beaucoup insister sur l'oïdium, un peu moins sur les produits, mais l'idée c'est aussi de répondre aux questions qui vous viendront après mon intervention. Donc, comme l'a rappelé le président, donc je suis le référent viticulture bio à l'IFV et il y a quelques années, j'avais mené pas mal de travaux sur l'oïdium, parce qu'il paraît que dans le sud-est, c'est une maladie qui est un peu présente. Alors, ça va attaquer fort, accrochez-vous. La première diapo, c'est pour moi le message le plus important, comme ça, si vous dissipez pendant mon intervention, bah, au moins vous aurez l'information principale. Voilà, l'information principale que je voulais vous donner, c'est celle-ci. Donc là, j'ai pris une diapo qui était parue dans une... Donc c'est pas tout nouveau, hein, ça date de 2000, donc comme quoi on n'a pas inventé de choses nouvelles sur l'oïdium récemment. C'était juste pour illustrer le fait que les gros dégâts, donc là en gros c'est des schémas qui illustrent les symptômes d'oïdium qui ont été observés sur une parcelle de vigne. Donc là au début, je ne sais pas si on voit bien le pointeur, voilà. Donc là c'était en début de saison. Et là, plus on avance, donc là c'était le 12 mai, et plus on avance, là vous voyez on était le 20 juillet, et bien évidemment plus les pics sont élevés, plus il y a de la maladie. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les pics les plus élevés qu'on voit en fin de saison sont issus de contamination primaire. Voilà, donc le principal enseignement, et j'ai une autre diapo qui l'illustre également derrière, c'est qu'il faut faire attention, plus la contamination est précoce, plus on va avoir de la maladie. Bon. Deuxième illustration, que là c'est encore un peu plus technique, c'est un travail de laboratoire de l'INRAE de Bordeaux qui a été publié en 2006. Donc là, juste pour vous remontrer, donc là on a les dates calendaires, le 11 mai, le 31 mai, le 11 juin. Et donc là, c'est les fréquences d'attaque d'oïdium sur les feuilles. Donc bien évidemment, plus c'est haut, plus il y a de la maladie. Et donc là, ils se sont amusés, comme c'était au laboratoire, à inoculer de l'oïdium à deux dates. Donc, la première, c'était inoculée le 4 mai, donc au stade grappe visible. La deuxième, c'était le 16 mai. Et puis, en vert, ce ne sera pas contaminé. Et ce dont on s'aperçoit, là encore, c'est que les feuilles sur lesquelles on retrouve le plus d'oïdium, donc là, c'était au jour 180, peu importe, c'est celles qui ont été contaminées le plus tôt. Là, on retrouve les feuilles qui ont été contaminées un peu plus tard, donc le niveau de maladie est un peu inférieur. Et en vert, où ça n'a pas du tout été inoculé. Donc, encore une fois, plus la contamination était précoce, plus la maladie qui s'est développée a été intense. Dernière chose, c'est qu'à chaque date d'inoculation, ils ont mis plus ou moins d'inoculum, plus ou moins d'oïdium initialement. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que peu importe la quantité d'inoculum, il y a les deux. Donc là, on a ils ont mis beaucoup d'oïdium, là un petit peu moins. On s'aperçoit que la dynamique de la maladie est relativement proche. En gros, le plus important, la quantité d'inoculum initiale, donc retenez ça, on en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. Je vous balance beaucoup d'infos, mais on va y revenir plus en détail dans la demi-heure qui vient. Le facteur le plus important, c'est vraiment la précocité de l'attaque, plus que la quantité d'oïdium qui est présente initialement. Donc là, on a vu les résultats sur feuille. Donc si je reprends la même chose, donc là, on retrouve les graphes sur feuille, et là, c'est les notations sur grappe. Donc à la limite, le jour 180, sur feuille, il n'y avait plus trop de différence entre le rouge et le bleu. Donc on sait dire, à la limite, la précocité de l'attaque, elle n'est peut-être pas si déterminante que ça. Par contre, et c'est là où c'est bien évidemment le plus important, sur grappe, il y a une différence énorme. C'est-à-dire que là où on a été contaminé, donc là, encore une fois, on a fait des contaminations sur feuille le 4 mai, et donc 10 juillet, et même un peu plus tard, en fin de saison, on a pratiquement 100% des grappes qui sont atteintes. Alors que la contamination qui a été décalée que de quelques jours, entre le 4 mai et le 16 mai, c'est pas énorme, le niveau d'attaque en fin de saison sur grappe est quand même bien inférieur. Donc voilà, j'ai bien martelé, je pense que le message est clair, je pourrais presque m'arrêter là, mais comme voilà, je suis venu jusqu'à Bonn, je vais rester un peu plus longtemps, mais vraiment le message le plus important, c'est ça. Donc voilà, le facteur déterminant sur la dynamique de la maladie, c'est vraiment la précocité des foyers primaires, la précocité des foyers primaires. Le nombre de foyers primaires, le nombre d'éléments contaminants n'est pas forcément déterminant. Alors, l'oïdium, donc là c'est un cycle que vous avez peut-être déjà vu.
il y a plus ou moins longtemps, je pense, pendant les études au moins. Pour l'oïdium, en fait, on a deux sources de contamination. Donc là, si on part de ce qui se passe en hiver, donc là, on est sur un stade bourgeon dormant. Dans certaines situations qui sont a priori peu, voire pas présentes en Bourgogne, on a de l'oïdium qui est stocké dans les bourgeons. Et donc au printemps, quand les bourgeons sortent, on a directement les jeunes pousses qui sont déjà pleines d'oïdium. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme drapeau. Donc forcément, si l'oïdium est présent dès que les bourgeons s'ouvrent, si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a 2 minutes, bon, je pense que ça doit aller, on est sur une contamination extrêmement précoce, évidemment. Donc là, c'est pour ça qu'on a des attaques assez importantes sur des parcelles qui sont contaminées via les drapeaux. Donc chez nous, dans le sud-est, c'est relativement courant, voire très courant sur le cépage carignan. On peut le voir un peu plus anecdotiquement sur d'autres cépages. Mais bon. Donc voilà, et après, donc, à partir du mycélium, on va avoir des spores qui vont se former, et donc après on reviendra sur le cycle de développement des spores. Donc ça, c'est la première forme de conservation en hiver et la première forme de dissémination, encore une fois qui est peu présente, voire pas en Bourgogne. La forme la plus courante de contamination, c'est ces petites choses-là, ce qu'on appelle des cléistotès. On verra tout à l'heure un peu plus précisément le cycle. Donc les cléistotès, donc ils sont présents sur la vigne pendant l'hiver. Et puis au printemps, quand les planètes s'alignent, ils vont libérer des ascospores qui vont venir contaminer les jeunes organes verts de la vigne, hein, principalement les feuilles, mais ça peut être aussi les sarments ou les grappes. Et donc ils vont libérer des spores qui vont se développer sur la vigne, et puis elles-mêmes reformer des spores et puis enclencher des cycles. Donc là, un peu le cycle à l'échelle un peu de la feuille. Donc on a une spore qui arrive sur un organe vert, une feuille, et puis petit à petit elle va se développer. Donc entre le moment où elle arrive sur la feuille et le moment où elle s'implante vraiment, il faut à peu près entre 7 et 15 jours selon les conditions météo. Donc là pendant 7 à 15 jours, encore une fois, principalement par rapport à la température, on ne voit rien. L'oïdium est présent mais on ne le voit pas. Et c'est uniquement quand la spore a germé et qu'elle a produit du mycélium. Donc là, le feutrage blanc-gris qu'on voit sur les feuilles et sur les baies, c'est le mycélium. Donc ça veut dire que là, on est quand même 7 à 15 jours après la contamination. Et c'est là où effectivement, plus ça va, plus les symptômes vont être visibles. Tout ça pour dire que quand on commence à le voir, ça veut dire que l'oïdium était déjà présent. Donc il faut faire attention à la confusion entre l'apparition des symptômes, dire voilà, ma vigne est contaminée par l'oïdium. Oui, elle l'est, mais elle l'a été depuis quelques jours. Et ça peut faire un peu de différence. Donc si je reviens sur les conservations de l'oïdium, donc sur le mycélium, hein, les bourgeons de drapeau, la forme de drapeau, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Vous faites abstraction de Xavier, c'est pas un mycélium. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, des drapeaux en début de saison. Donc c'est la forme de conservation asexuée, peu importe. Et donc comme je vous le disais, on le voit donc dans le sud-est principalement, voire quasiment exclusivement sur Carignan, sur des parcelles qui sont régulièrement fortement attaquées. On peut le voir sur Chardonnay, Marsanne et sur d'autres cépages. Sachant que dans d'autres vignobles, on a déjà eu des cas de drapeaux sur Riesling en Alsace, sur Cabernet Sauvignon dans le Bordelais ou sur d'autres cépages également en Allemagne. Donc ça veut dire que ce n'est pas une source de contamination qui est exclusive du sud-est. Donc potentiellement un jour ça pourrait vous arriver. Les cléistotès, qui sont de loin la forme de transmission, de conservation et de transmission de l'oïdium la plus présente. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est tout petit, je suis désolé, mais c'est naturellement tout petit. Vu de plus gros, vu en zoom, ça ressemble à ça. Donc c'est issu de la reproduction sexuée. Donc ça se forme en fin de saison, entre guillemets. Donc à partir du mois de juillet, sur les vignes qui sont contaminées par l'oïdium, on va avoir formation de cléistotès, donc relativement peu en juillet-août, et puis ça va s'intensifier en septembre-octobre. Alors pendant l'hiver, les cléistotès sont présents sur les feuilles, mais également au sol et aussi dans les anfractuosités de l'écorce. Alors les applications de cuivre post-vendange qui se faisaient historiquement sont relativement efficaces
contre les cléistotès, mais naturellement, il y a une proportion très importante, jusqu'à 97% des cléistotès qui sont présents sur les feuilles ou sur le sol, qui sont détruites durant l'hiver. Donc première chose, c'est ok, le cuivre fonctionne, mais de toute façon, naturellement, il y a quand même une énorme proportion des cléistotès qui vont être détruits pendant l'hiver, donc ça ne sert à rien de chercher à faire des traitements post-vendange au cuivre, c'est plus tellement à la mode, pour détruire les cléistotès. Et sachant que, donc il y a plusieurs études, alors c'est pas moi qui ai travaillé directement sur ce point-là, c'est plusieurs chercheurs de différents pays qui ont montré qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la quantité de cléistotès qu'il y a en fin d'année et l'intensité de l'attaque de l'année N+1. En gros, quand il y a des cléistotès, il y en a tellement beaucoup, on va dire, que même si 97% sont détruits, pour enclencher la contamination de l'année suivante, il en restera de toute façon suffisamment. Alors, un petit zoom sur la contamination au printemps. Donc, on met de côté les drapeaux, encore une fois, parce que ça ne vous concerne pas directement. On pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions. Plus, regardez ce qui se passe au niveau des cléistotès. Donc, encore une fois, les cléistotès se forment pendant fin d'été, début d'automne. Ils ont besoin d'une certaine durée de maturation pour pouvoir s'ouvrir et libérer les ascospores. Donc, en gros, voilà, ils ne peuvent pas devenir contaminants dès qu'ils se forment, hein, il faut quelques temps. Donc souvent, ils passent l'hiver gentiment à la vigne, et puis au printemps suivant, ils vont libérer leurs ascospores. Alors les différentes conditions qu'il faut réunir pour que les cléistotès maturent, libèrent les ascospores, donc il faut qu'il y ait une température moyenne de 11 degrés, une pluie de 2 mm. Souvent, on dit qu'il n'y a pas besoin de pluie pour des contaminations oïdium. Alors, pour la première contamination, oui. Après, pour l'entretien, on va dire, du cycle, il n'y a pas besoin de pluie, mais de l'humidité suffit. En plus de la pluie, si on a une période d'humectation qui suit cette pluie supérieure à 8 heures, ça va favoriser l'ouverture des cléistotès. Et puis, j'ai vu ça dans une publication de recherche, il faut qu'il y ait un cumul de température de 1100 degrés. Pour que les cléistotès soient suffisamment mûrs pour libérer les ascospores. Donc peut-être que, alors j'anticipe une potentielle question sur l'évolution climatique, quels peuvent être les impacts du changement climatique sur le risque oïdium. Peut-être que, alors ça c'est très personnel comme hypothèse, on peut tendre, alors nous c'est le cas dans le sud-est, sur des hivers de plus en plus doux. Donc ce seuil de 1100 degrés par rapport au 1er novembre va arriver de plus en plus tôt, donc on pourrait effectivement avoir des risques de contamination de plus en plus précoces. Bon. Bien évidemment, si en parallèle ces autres facteurs sont réunis, sachant que, oui, alors j'ai oublié un facteur important, il faut qu'il y ait du verre sur la vigne, parce que si effectivement on a une libération d'ascospores mais qu'il n'y a pas de verre sur la vigne, les spores ne vont pas avoir à manger, donc ils ne vont pas se développer. Donc, en plus de ça, j'ai oublié probablement le plus important, il faut qu'il y ait une sortie de feuilles pour qu'il y ait contamination. Alors, les conditions, une fois que l'oïdium est installé, alors globalement, les conditions favorables à l'oïdium, première chose, c'est la température. Donc, en dessous de 5-7 degrés, c'est variable selon les publications, les études scientifiques. Donc, on n'a pas de germination des conidies en dessous de 7 degrés. On commence à avoir une germination à partir de 16-18 degrés qui va s'accélérer plus la température va monter. On a une température optimale de développement de l'oïdium, donc que ce soit les spores ou le mycélium, entre 22 et 28 degrés. Là aussi, il y a une plage selon les études. Et puis, au-delà de 28 degrés, ça va commencer à se ralentir doucement. A priori, alors ça, c'est des chiffres, bien évidemment, c'est pas pris à la virgule près. Le champignon, au-delà de 40 degrés, ne se développe plus et il meurt au-delà de 45 degrés. Pour en avoir discuté avec une spécialiste de l'INRAE de Bordeaux récemment, elle me disait que compte tenu de l'évolution climatique, on peut-être que ces seuils peuvent évoluer. Bon, entre guillemets, ça reste à confirmer, c'est une hypothèse de sa part, c'est peut-être que l'oïdium peut s'acclimater à des conditions plus extrêmes et que ces seuils pourraient augmenter. Bon, ça n'a pas été prouvé, mais c'est une hypothèse. Autre facteur, donc c'est la luminosité.
Le soleil, enfin les journées comme aujourd'hui, bon, il n'y a pas d'oïdium, mais sont particulièrement défavorables à l'oïdium, notamment parce qu'il est sensible aux UVB. Donc du coup, à l'inverse, des temps nuageux sont vraiment favorables à l'oïdium. Il me semble qu'en 2021, c'est un peu des conditions que vous avez eues toute l'année. Effectivement, dès qu'on a un temps nuageux, on sent que c'est un temps où on dit à oïdium. Au niveau de l'humidité relative, bon, le seuil qui est couramment, enfin, après c'est pas d'une étude à l'autre, c'est assez variable, mais bon, il faut quand même qu'il y ait pas mal d'humidité relative pour avoir de développement d'oïdium, donc autour de 70 degrés, 70% d'humidité relative. Le vent, alors le vent, il y a il y a des éléments favorables à l'oïdium et défavorables. Il va favoriser la dispersion des conidis, donc attention notamment par parcelles voisines. Nous, dans le sud-est, voilà, compte tenu de la déprise agricole, on peut avoir des vignes abandonnées dans certains secteurs assez importantes. Et on sait que c'est des sources de contamination oïdium assez dangereuses. Les vents humides, puisque, voilà, comme je vous disais précédemment, si on a des entrées maritimes, alors chez vous c'est peut-être plus compliqué d'avoir des entrées maritimes, il faut que ça souffle fort. Des vents humides vont contribuer à la dispersion des conidis et créer de l'humidité relative qui est favorable à la maladie. Inversement, quand on a des vents secs, ça assèche l'environnement, donc ça diminue c'est des conditions qui sont moins favorables à l'oïdium. Les pluies, donc si on commence par la gauche, donc les pluies, des fortes pluies, ça va lessiver les conidis, donc c'est plutôt défavorable au développement de l'oïdium. Par contre, donc, si on revient à droite en vert, là, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, pour la libération, pour le lancement du premier cycle, une pluie supérieure à 2 mm va pouvoir créer les premières contaminations. Nous, ce qu'on observe dans le sud-est, c'est que souvent, bon, bien évidemment, en Languedoc, du 1er juin jusqu'au 28 août, jusqu'au fin août, on a des températures qui sont allègrement au-dessus des 30 degrés. Donc souvent, les orages estivaux, ça réduit un peu la température. Donc on retombe dans la gamme des 22-28 degrés. Puis bien évidemment, c'est couvert, c'est nuageux, c'est couvert. Donc tout ça, on sait que les orages d'été sont quand même assez favorables à l'oïdium. Et les pluies fines, donc, elles ne vont pas lessiver les conidis, par contre elles vont entretenir une humidité relative, donc elles peuvent être favorables à l'oïdium. La sensibilité de la vigne, donc bien évidemment il y a un gros effet variétal, et il y a un élément qui est extrêmement important, c'est l'âge des organes. Donc les organes jeunes, sont les plus sensibles. Donc pour les feuilles, donc il y a des études extrêmement précises qui le montrent. Alors sur les feuilles, donc les feuilles sont très sensibles dès leur sortie, dans les 8 jours après leur apparition. En particulier, bon, il semblerait qu'il y ait un pic de sensibilité au bout de 5-6 jours. Donc les jeunes feuilles sont très sensibles. Et les grappes, donc ça, c'est aussi très bien documenté, sont très sensibles dès leur formation, à partir de la chute des capuchons floraux. Sensibilité max au moment de la nouaison. Au-delà de fermeture de la grappe, les baies ne sont plus sensibles aux nouvelles contaminations. Donc je pense que ça peut vous rappeler certains souvenirs. Par contre, elles sont plus sensibles à de nouvelles contaminations, mais si l'oïdium est déjà implanté au moment de la fermeture de la grappe, il peut continuer à se développer. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes d'oïdium qui progressent pendant la véraison jusqu'au vendange. C'est pas parce qu'il y a eu des nouvelles contaminations, c'est juste que l'oïdium qui était présent, il continue à se développer. Donc juste un graphe, donc là c'est pour illustrer la baisse de sensibilité des grappes aux contaminations. Donc là en abscisse, vous avez les jours par rapport à la floraison. Donc là on est le jour de la floraison, 15 jours après, 30 jours, 45 jours après. Et là la réceptivité, la sensibilité des grappes aux contaminations. Donc là on fait des contraintes. Là, c'est une publication américaine. Ils ont fait des contaminations au laboratoire à différentes dates suite à la floraison. Et donc, voilà, au moment de la floraison et dans les 10 jours qui suivent, on est extrêmement sensible et les baies sont extrêmement sensibles aux contaminations. Par contre, très rapidement derrière, donc à peu près une quinzaine de jours après, donc on chute quand même considérablement. Et puis 30 jours après, on ne peut plus contaminer, faire de nouvelles contaminations sur les baies.
Alors attention à des situations comme ici, où on est on a des jeunes feuilles extrêmement sensibles qui sont à côté de jeunes baies extrêmement sensibles. Donc des situations comme ça, en termes de prophylaxie, il faut en tenir compte dans la gestion du feuillage. Alors, je pense que ça, des feuilles, des lignes aussi rigoureuses que ça, je ne sais pas si vous en avez couramment, mais ça, faire extrêmement attention de ne pas faire juxtaposer deux organes qui sont de très forte sensibilité. Donc, résultat d'une publication, d'un travail de thèse qui a été fait à Montpellier, où là ils ont comparé, ils ont essayé d'étudier l'effet de la vigueur de la vigne sur la sensibilité. Donc là, ce premier graphe, c'est pour illustrer la croissance végétative de la vigne. Donc l'indicateur qui a été utilisé, c'est le nombre de feuilles sur les ramifications primaires, peu importe. En gros, plus c'est élevé, plus il y a de feuilles. Donc là, il y a deux modalités d'entretien du sol. L'idée, c'était d'avoir une vigueur relativement maîtrisée de la vigne. Et à contrario, donc là, la verte, l'idée, c'était de booster la vigne à un maximum. Donc ils ont donné beaucoup à boire et beaucoup à manger, pour faire simple. Et si on regarde, donc là, ils ont fait des relevés de contamination, d'évolution des symptômes oïdium sans traitement. C'est une vie qui était sans traitement. Donc là, on s'aperçoit sans trop de surprise, les modalités rouge-bleu, où on n'avait pas beaucoup d'expression végétative, l'oïdium ne s'est pas tellement plu. Par contre, dès qu'on a boosté la vigne, l'oïdium il a été boosté aussi. Donc là, c'est juste pour illustrer l'extrême corrélation entre la vigueur de la vigne et la sensibilité à l'oïdium. Avant d'envisager de bombarder avec des produits, il faut se poser évidemment les bonnes questions. Donc une vigne équilibrée sera nettement moins sensible aux contaminations. Alors, voilà, l'oïdium, c'est une maladie polycyclique. Il y a des cycles qui s'enchaînent plus ou moins régulièrement sur les conditions météo. Voilà, les cycles durent entre 15 jours et un mois selon les températures. Donc bien évidemment, le problème en plus, c'est que quand on voit les symptômes à la vigne, souvent, on a déjà un ou plusieurs cycles qui sont déjà enchaînés, donc on arrive à peu près pendant la bataille. C'est très rare soit à commencer les traitements systématiquement, donc sur toutes les parcelles très très tôt, où là on blinde et on est sûr de ne pas avoir on limite le risque d'avoir de fortes contaminations. Sinon, si on veut faire des traitements raisonnés, ce qui est logique, bien évidemment, et on reviendra tout à l'heure sur un peu les règles de décision, souvent on arrive un peu pendant la bataille, et bien évidemment l'idée c'est d'éviter d'arriver quand les cycles se sont enchaînés, parce qu'une fois qu'on est là-haut, bien évidemment on arrive, les cycles la dynamique est trop forte, on n'arrive plus à l'enrayer. Donc les grands principes des stratégies, donc je pense que le message est passé, d'éviter les infestations précoces sur feuilles, et après vraiment d'assurer une protection sans faille du stade floraison, stade de fermeture de la grappe. Et après, l'idée c'est aussi de s'appuyer sur la connaissance de l'historique de la parcelle, parce qu'on a souvent effectivement d'une année sur l'autre les mêmes parcelles qui sont contaminées. Donc là, on m'a demandé d'illustrer un peu le type de raisonnement qui a été mis en place dans le sud-est de la France. Donc là, ce graphe-là, je pense qu'il a une quinzaine d'années. C'est issu du guide des vignobles en revue Méditerranée, donc la Bible de la viticulture raisonnée des années 2000-2010, qui est encore en vigueur aujourd'hui. La grande stratégie, c'est sur les carignans drapeaux, on commence on commence très très tôt, donc au stade de 2-4 feuilles étalées. Et après, donc, on fait un deuxième traitement rapproché à 5-6 feuilles. Après, en fonction de si on voit des symptômes ou pas, on renouvelle ou pas. Quoi qu'il en soit, par contre, quel que soit le contexte de la parcelle, entre pré-floraison jusqu'à fermeture, encore une fois, on ne réfléchit pas, entre guillemets, on fait des traitements systématiques. Et après, donc, au moment de la véraison, de fermeture, on fait un état des lieux. S'il n'y a pas d'oïdium, on peut lever le pied. S'il y a de l'oïdium, il faut continuer à traiter, même si on va au mieux limiter le développement de la maladie, au pire, les traitements ne serviront à rien selon le niveau d'attaque initial. Après, sur les cépages généralement sensibles avec des historiques relativement peu chargés, on commence, nous, les traitements 5-6 feuilles.
Et après, on a certains cépages qui sont relativement peu sensibles, ou alors si les conditions météo au printemps sont particulièrement favorables, on peut, sur certains cépages, commencer les traitements au stade dit du seuil, juste à la veille de la période de haute sensibilité des graines. Donc là, j'ai sorti le bulletin tout frais, donc ça c'est issu du bulletin de la Chambre des cultures du Gard de la semaine dernière. En gros, ils reprennent cette stratégie-là. Donc, sur les parcelles à historique drapeau et sur les cépages sensibles touchés en 2024, donc avoir une connaissance, bien évidemment, d'où l'importance de connaître l'historique. Là, ils ont fait déclencher les traitements dès le stade de 3 feuilles. Sur les parcelles sans drapeau, mais sur les cépages sensibles, et sur les parcelles sur lesquelles il n'y a pas eu une pression trop forte l'année dernière, ils font commencer au stade 5-6 feuilles, ce qui semble être relativement localisé. Notamment le chardonnay, généralement, dans les conditions normales, les premiers traitements se font au stade 5-6 feuilles, également en Languedoc-Roussillon. C'est que sur les parcelles qui ont été très fortement attaquées les années précédentes que nous allons faire traiter plus tôt. Et donc dans les autres situations, on commence un peu plus tard. Je passe ça. Les produits autorisés en bio, on parle un peu produits. Bien évidemment, le soufre reste de loin le produit le plus utilisé. Donc c'est un produit qui agit par contact et par vapeur, par action vapeur. L'effet vapeur est plus important que l'effet contact. On a un effet vapeur qui ne commence qu'à partir de 15 degrés. Donc en début de saison, l'effet vapeur est relativement limité. Après, on a un optimal entre 25 et 30 degrés. Pour l'efficacité du soufre, bien évidemment, donc là je viens de le mentionner, l'effet température est très important, mais c'est surtout l'effet lumière. Il vaut mieux, pour schématiser, il vaut mieux qu'il y ait de la luminosité et une température un peu faible que le contraire. S'il fait 25-30 degrés mais que c'est très couvert, le soufre va moins bien fonctionner. Donc je passe là-dessus. Différents soufres mouillables poudrage, je n'ai pas trop le temps de détailler. Nous, dans certaines situations, on arrive à avoir de très bonnes efficacités. Bernard Molot, donc un ancien de l'IAV, avait tendance à dire le poudrage, ça sert à compenser les mauvaises qualités de pulvérisation avec le soufre mouillable. L'avantage du poudrage, effectivement, c'est qu'il rentre bien dans la végétation, donc il pénètre bien au cœur de la grappe. Mais avec un pulvérisateur bien réglé, on doit normalement tout à fait y arriver également avec des applications classiques. Donc, les poudrages ne sont pas forcément indispensables pour gérer le week-end. Bon, je passe sur les autres critères, on pourra y revenir tout à l'heure parce que l'heure tourne, j'essaie de tenir le chrono. Juste pour illustration, ça c'est le 29 juin 2019, 28 juin 2019, où c'est monté à 46 degrés dans le sud-est. Donc le soufre n'a pas été le seul facteur déclenchant cette situation-là, mais il a quand même considérablement aggravé la situation. Donc attention sur les épisodes de très forte chaleur, des vignes un peu faibles en alimentation hydrique, on pouvait avoir des situations assez catastrophiques. Donc là maintenant on a pas mal de viticulteurs bio qui veulent plus utiliser le soufre après noison. Heureusement, donc là j'ai illustré un peu la gamme de produits de biocontrôle qui sont disponibles sur le marché. Il y en a pas mal, en faisant un peu un inventaire, il y en a quand même pas mal qui, ces dernières années, sont sortis. Donc on a des produits hydrogénocarbonate de potassium, donc le Victisan ou l'Arbicarbe, qui marchent relativement bien, qui peuvent être utilisés toute l'année, principalement avec des doses réduites de soufre. Les huiles essentielles d'orange douce, on a des efficacités qui sont pas trop mal, mais qui sont un peu inférieures par rapport à ce qu'on peut voir aux hydrogénocarbonates. Autant le Victisan Arbicarbe, on peut les utiliser dans certaines situations avec seuls ponctuellement. Par contre, les huiles essentielles d'orange douce, c'est une durée d'action qui est trop brève pour être envisagée seule. Donc ça, c'est systématiquement avec des doses réduites de soufre. Le carpet, c'est donc une substance de base, j'ai oublié le nom de la substance active. En termes d'efficacité, on est quand même en dessous par rapport aux hydrogénocarbonates de potassium. Dans des essais très récents, on a eu de très bons résultats avec Taigro, donc c'est un produit, un bacillus, uniquement en fin de cycle. Donc là, on l'a appliqué, la recommandation de la firme, c'est ça, c'est à partir du stade noison, si on a maîtrisé l'oïdium en amont. C'est-à-dire si la noison, il y a un petit peu d'oïdium, vous utilisez le Taigro, ça ne marchera pas.
Par contre, en substitution au soufre pour les derniers traitements, c'est quand même pas mal du tout. Romeo, Kosoga, Lamiari, donc c'est tous des produits de stimulation de défense naturelle, donc plutôt en début de saison avant qu'il y ait contamination. Dès qu'il y a contamination, voilà, c'est un peu tard. Et là, il y a 2 produits qui viennent d'être autorisés récemment, 2024 ou 2025. Le produit Lumière, qui est une huile paraffinique, et le Problat, c'est un produit à base de graines de lupin. Donc là, on manque un peu de recul sur ces produits-là. Et qui sont, par contre, là, les positionnements, c'est par rapport à leurs homologations. On ne peut pas les utiliser en début de campagne, c'est à partir du stade 55 qu'on peut les utiliser. Petit clin d'œil au passage, le Lumière a également l'homologation cicadelle de la flavescence dorée, mais prudence. Voilà, j'en dis pas plus. Donc là, j'ai listé aussi, ça ce sont les substances de base qui ont une autorisation d'utilisation sur l'oïdium. Donc là, il y a notamment le lactosérum lait de vache, il me semble qu'il y a des utilisations pour en rediscuter si vous le souhaitez. On n'a pas beaucoup de références techniques avec ces produits-là. Il y a quelques années, on avait travaillé avec le lactosérum, avec des résultats qui n'étaient pas trop mal, notamment pour les applications de début de saison. Alors, j'ai mis un gros placard sur ce tableau-là, mais je le mets aussi sur le tableau précédent. Tous ces produits-là, il faut les utiliser en préventif. C'est-à-dire que tous ces produits, on peut les utiliser quand on est avant les contaminations, ou au moment des contaminations. Les produits de stimulation de défense des plantes, il faut anticiper les contaminations, ce qui complique un peu les choses. Certains produits, le soufre, les huiles essentielles d'orange douce, surtout les bicarbonates de potassium, on peut les utiliser au tout début des premiers symptômes. Donc vraiment, là, on est vraiment limite pour utiliser ce genre de produit. Par contre, dès qu'on est sur des contaminations très importantes, des situations comme ça, vous les récupérez pas, quel que soit le produit. Là, je reprends les propos de Bernard Molot, toujours, de 2006. Donc là, il ne parlait pas que bio, il parlait tout conventionnel, avec des produits qui étaient autorisés en 2006. Donc c'était au stade de fermeture de grappes, il y a plus de 30% des grappes qui sont atteintes, voilà, on n'arrivera pas à sauver on ne va pas enrayer le développement de la maladie. Alors, si on a des dégâts importants au vendange, il faut poser les bonnes questions. Est-ce qu'effectivement le calendrier de traitement était conforme par rapport aux recommandations des bulletins? Généralement, les bulletins des champs d'agriculture qui sont basés sur les observations BSV sont plutôt fiables. Est-ce qu'on a respecté les cadences de traitement? Ça, j'en ai pas tellement parlé, on pourra y revenir dans les questions, notamment s'il y a on parle de forte sensibilité, il ne faut vraiment pas écarter, il ne faut pas trop tirer sur les cadences. Et le plus important, ça je pense que c'est un sujet récurrent, c'est de faire expertiser la qualité de pulvérisation. On peut mettre le meilleur produit du monde dans le pulvé, s'il n'atteint pas sa cible, ça sert à rien. Alors uniquement quand on a vraiment vérifié tous ces points-là, et encore une fois principalement la qualité de pulvé, si vraiment toutes ces méthodes ont été checkées, c'est bon, c'est uniquement dans ces cas-là où il faut se poser éventuellement d'anticiper le déclenchement du premier traitement. Mais c'est pas, anticiper, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement bien important d'éviter que l'oïdium s'installe, mais il faut vraiment mettre tout ça en œuvre quand il y a des soucis en œuvre. Alors, sur le choix des produits, alors là c'est un peu un patchwork des mots, parce qu'il y a plusieurs questions à se poser. Bien évidemment, il y a l'efficacité, il y a le coût. Alors les produits de biocontrôle, souvent ils sont quand même un peu plus chers que les produits classiques. Certains sont entre guillemets attachés à la naturalité entre guillemets du produit, donc ils vont par principe vouloir exclure les produits, même s'ils sont des produits de biocontrôle, mais s'ils sont commercialisés par les tiens, ça les chagrine un peu, donc ils vont plutôt tendre vers des produits plutôt naturels, des substances de base, pourquoi pas, ça peut être un critère de choix. Autre question importante, présence ou non d'autres maladies, donc là je fais le lien avec la présentation de Xavier juste après. Est-ce qu'il y a des risques mildiou, botrytis, black rot, et éventuellement, là je viens évoquer pour le produit lumière qui a la double homologation sur cicada de flavescence dorée, la réglementation qui est forcément extrêmement importante. Enfin, bref, il y a tout un tas de critères à prendre en compte pour le choix de traitement, pour le pilotage de. Donc voilà ce que je voulais vous dire en une demi-heure. Je suis encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
avec Xavier à distance. Donc, Xavier, on vous voit, on vous entend normalement. Bonjour à tous, du coup. Moi, je vais vous présenter des éléments sur le Black Rot, hein. Alors, je sais pas si. Alors, Xavier, vous pouvez avancer, vous avez la main, voilà. Ouais, ok, je vais avancer sur le diapo. Hop, ouais, j'ai trop avancé. Voilà, c'est ici. Donc, Et ouais, donc, l'idée, c'était de faire un point sur le Black Rot, hein, même si, bon, au final, dans les vignobles français du Nord, en général, c'est une problématique peu prégnante, hein, comme la Bourgogne, la Champagne ou le Val-de-Loire. Mais c'est quand même. Du coup, si on fait des rappels sur le contexte, hein, de cette maladie, c'est quand même une maladie qu'on observe de plus en plus aussi dans les vignobles du Nord, hein. Par exemple, en Val-de-Loire, en 2023, on a observé des dégâts assez réguliers, hein, sur les grappes, hein. Et j'ai vu que dans le BSV de l'année dernière, hein, dans le BSV bilan en Bourgogne, qu'il y avait eu quelques mentions, hein, d'observation de Black Rot sur grappe, hein. Donc il faut se méfier de cette maladie, hein, qui est une maladie également ahistorique, hein, un peu comme l'odium, hein, et qui peut, une fois qu'elle est installée sur les parcelles, devenir problématique, hein. Donc évidemment, hein, le contexte, avec la stratégie Ecophyto 2030, hein, il nous amène à des réductions de l'usage des produits phytopharmaceutiques, hein. Et on a notamment des risques de perte d'usage, hein. Donc on a une liste, hein, de molécules candidates à la substitution au niveau européen, et il se trouve que pour le Black Rot, en tout cas, il y a pas mal de substances qui sont menacées, hein. Donc, si on regarde ici un peu la liste des produits, l'évolution de la liste des produits sous AMM, hein, depuis 2018, hein, on peut voir qu'on est passé d'à peu près 50 matières actives disponibles, hein. Donc, je rappelle, hein, il y avait notamment le méthyram et le mancozeb, hein, qui étaient des produits un peu phares, hein, pour lutter contre cette maladie, hein. Et progressivement, on peut voir qu'on arrive, hein, en 2025 à diviser par deux, hein, ce nombre de substances actives disponibles. Et voilà, si on devait retirer, hein, les produits candidats à la substitution au niveau européen, on arriverait presque à une perte d'usage, hein. C'est pour ça que le Black Rot est pas mal travaillé actuellement, hein, puisque d'une part, il n'y a aucun biocontrôle, hein, qui est homologué sur cette maladie, hein, à ce jour. Et puis, on a l'enjeu, hein, des variétés résistantes, notamment Midioidium, hein, qui commencent à être développées dans les vignobles, hein, et qui sont très sensibles, hein, à cette maladie. Donc, si on fait quelques rappels, hein, sur la biologie du black rot, hein, donc il faut savoir que le black rot, hein, il se conserve essentiellement sous la forme de baies momifiées, hein, donc dans lequel on retrouve un organe de conservation qui sont les péritès, hein, et aussi des chancres, hein, qui peuvent être présents, mais surtout sur les organes de la vigne, hein, tels que les rameaux, euh, les vrilles et les rafles. On peut aussi avoir des chancres, hein, sur les rafles. Et donc, il faut savoir que cette maladie, elle sort un peu du cadre, hein, des autres, par rapport au mildiou, par exemple. Elle a une maturation très tôt. Elle arrive à maturité très tôt en saison, hein, et on peut parfois avoir des projections d'ascospores, même avant le débourrement, et parfois des projections qui peuvent être très importantes, hein, et quasiment consommer l'ensemble de l'inoculum de la parcelle parfois. Donc, il y a deux formes d'inoculum, hein, les ascospores, hein, donc, qui sont présents dans les momies, hein, qui vont être disséminés par le vent essentiellement. C'est un inoculum assez lourd, hein, bien que, avec, par exemple, des conditions de vent et autres assez turbulentes, on peut avoir parfois, hein, des disséminations longues de cet inoculum. Et donc, on a les pycnides, hein, qui peuvent provenir des chancres, hein, présents d'une année sur l'autre, hein, ou des taches, hein, donc, qui produisent du coup les contaminations secondaires. Donc là, par exemple, hein, sur les pycnides, hein, on est plutôt sur des disséminations très locales, hein, par les pluies, les éclaboussures. Par exemple, euh, à partir de moins d'un millimètre, on peut décharger, hein, complètement des pycnides, hein, et on a une libération très rapide de cet inoculum qui est souvent au-dessus des grappes, hein, au final.
et qui peut occasionner des dégâts très, très importants. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le black rot, il est très dépendant pour la pénétration à l'intérieur de la plante des températures et de la présence d'eau libre à la surface de la plante, hein. Donc, on peut voir qu'on peut avoir des pénétrations très rapides du black rot, hein, quand on est dans des températures entre 20 et 25 degrés, hein. En 5 heures, il peut pénétrer. Mais par exemple, en début de saison, hein, notamment pour les premières contaminations issues des péritès, hein, euh, voilà, on va avoir besoin de durées d'humectation quand même assez longues, hein, qui peuvent aller jusqu'à 20 heures. C'est une maladie quand même qui met moins longtemps, qui met plus de temps à pénétrer, par exemple, que le mildiou. Et donc, on peut avoir des incubations, hein, qui sont très longues sur cette maladie, jusqu'à 30 jours, hein, ce qui peut parfois occasionner des incompréhensions dans le déroulement des épidémies. Et donc, sur grappe, hein, la durée d'incubation va dépendre de l'âge des tissus. Donc, par exemple, plus on va être proche de la floraison, hein, plus l'incubation va être courte, hein, et plus on va se rapprocher de la fermeture, hein, plus on va pouvoir avoir des expressions de symptômes, hein, qui peuvent être parfois jusqu'au vendange, au final. Donc, on va avoir une incubation qui va être allongée. Donc, si on rappelle un peu les symptômes, donc voilà, on peut voir ici les symptômes typiques, hein, le coup de fusil, notamment quand on a laissé de l'inoculum dans le palissage, hein. On peut voir également des chancres sur les rameaux et les rafles, hein, et des baies atteintes de black rot. Alors, il faut savoir que le black rot, hein, il y a beaucoup de symptômes confondants qui peuvent être observés sur le terrain, hein. Donc, il faut, si possible, toujours valider, hein, à l'aide d'une loupe la présence des pycnides, hein, qui confirment que c'est bien du black rot. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui est très appétante des organes jeunes, hein, notamment des jeunes feuilles, hein. Donc, on voit souvent un développement sur feuilles jusqu'à la floraison. Et après, sur feuilles, on va plutôt avoir des développements sur les entrecœurs, hein. Et en général, la deuxième partie de saison, ça va plutôt être la protection des grappes, notre souci. Donc voilà, sur les grappes, hein, on a des contaminations qui sont possibles de la floraison à la véraison, bien qu'on ait une baisse de sensibilité progressive euh, au cours de la saison. Donc si on regarde maintenant les méthodes, hein, qu'on peut mettre en œuvre et les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour limiter le développement du black rot, hein. Donc tout ce qui est travaux en verre, hein, ça va être une aide, hein, puisque ça va permettre d'aérer le feuillage, d'éviter ces conditions d'humectation qui sont très favorables à cette maladie, hein. Mais il y a aussi la prophylaxie, hein, qui présente une efficacité partielle, hein, mais qui est quand même indispensable, hein, dans le cas de cette maladie pour pas laisser un peu le loup dans la bergerie. C'est-à-dire, si on laisse des baies momifiées ou des chancres dans la végétation, évidemment, l'épidémie va être encore plus foudroyante, quoi, en début de campagne. Donc voilà, si possible, hein, il faut éviter de garder à la taille les chancres. Et en cas de très forte pression, on peut, ce qui est assez chronophage, hein, retirer les morceaux, enfin les momies, hein, enfin au final les grappes qui sont atteintes, hein. Alors on pourrait imaginer par exemple utiliser des méthodes mécaniques, hein, comme des broyeurs de sarment hors sol, hein. Ça existe aujourd'hui. Et sur les parcelles les plus touchées, retirer l'inoculum des parcelles pour le composter par exemple, puisqu'on sait que le compostage par exemple ça a un bon effet d'hygiénisation, hein, sur l'inoculum Black Rot. Donc ici, on peut voir un essai, j'espère que c'est suffisamment grand, à Blanquefort en 2016, hein, où on avait retiré différentes inoculums, hein. Donc on avait retiré les rafles, hein, les vrilles uniquement, et les rafles et les vrilles. Donc on peut voir que ce qui a le plus d'effet sur le début de campagne, hein, c'est le retrait évidemment des rafles avec les momies, puisque là, on a des efficacités de la méthode autour de 50%. Et on peut voir que le retrait des vrilles, hein,
Bon, c'est très complexe, hein. Là, c'était au chalumeau, on avait détruit les bris, par exemple, mais c'est impossible à retirer. Mais on voit que ça a un faible effet au final sur l'épidémie. Donc voilà, dans le cadre de la mise en œuvre de parcelles très sensibles ou de la mise en œuvre de stratégies alternatives, ça peut être intéressant de travailler sur la prophylaxie. Donc, si on revient sur quelques règles d'or de la protection, sur les parcelles sensibles ou les parcelles où on a observé des symptômes les années précédentes, il faut si possible intervenir tôt, puisque on peut avoir des contaminations dès la sortie des feuilles. Donc, il faut suivre les informations du BSV, notamment pour s'informer sur la maturité des péritès. Donc, parfois, il y a des méthodes biologiques pour mettre en évidence la maturité des péritès, mais c'est des informations qui peuvent être aussi acquises via des modèles épidémiologiques. Voilà. Donc, comme on le disait, c'est une maladie qui est très appétente des organes jeunes. Donc, il faut absolument observer. Donc, pour la sensibilité à la fois pour, je dirais, estimer la sensibilité de ces parcelles, mais aussi il faut observer la croissance des organes pour bien définir ces renouvellements et toujours protéger les organes jeunes, les organes néoformés. Voilà, il faut aussi renforcer la protection des grappes, notamment si on a des taches sur les parcelles entre la floraison et la fermeture. Donc ici, on peut voir des travaux qui ont été réalisés par Hoffman aux États-Unis, qui montrent sur chardonnay, du coup, des inoculations à plusieurs semaines après la floraison. Donc, et on peut voir que les premières semaines après la floraison, on a une grande sensibilité des grappes, et petit à petit, plus on se rapproche de la fermeture et de la véraison, là on a une sensibilité qui baisse des organes. Donc on peut imaginer arrêter la protection si on a une absence de symptômes à la fermeture. Et en général, à partir de la fermeture, on a quand même des dégâts enfin, on a moins de chances d'avoir des pertes de récolte importantes comme on peut en avoir à la nouaison. Donc, si on regarde les produits qui nous restent pour mettre en œuvre des stratégies, donc vous l'avez constaté probablement, mais c'est de plus en plus difficile de mettre en place des stratégies, notamment de suivre les recommandations sur la durabilité des produits, et notamment la note de résistance, les notes de résistance des fongicides. Donc, on peut voir que on a encore des produits à base de substances multisites qui sont disponibles au Bourget. On a le cuivre qui a une efficacité partielle sur le black rot, le folpel et dithyanon qui ont des très bonnes efficacités. Et on a tous les produits à base d'IDM et de QOI qui ont des très bonnes efficacités avec une action préventive à 14 jours, voire parfois, pour certains de ces produits, une action curative qui peut aller à 6-7 jours. Bon, il ne faut pas trop jouer sur l'effet curatif quand même. Et il faut savoir que plus on intervient proche, évidemment, de la contamination, plus on a de chance d'avoir des résultats intéressants, en tout cas en intervention curative. Voilà, comme je disais, il faut faire attention à ces produits qui sont soumis aux résistances, notamment au dium. Et du coup, il faut pouvoir, enfin, je dirais, faire la part des choses entre la protection sur les différentes maladies. Donc, c'est plutôt des produits, les IDM et les QI, à mobiliser sur les périodes très sensibles, notamment autour, je dirais, en proche nouaison. Donc, en bio, on s'appuie beaucoup sur le soufre mouillable et le cuivre pour lutter contre le black rot. Donc, il faut savoir que c'est des produits qui sont très efficaces. Ici, on peut voir des résultats d'essais qui ont été obtenus en Allemagne, où au final, ils montrent une efficacité très intéressante du soufre mouillable et du cuivre sur la formation des appressoria de black rot. Donc, avec des efficacités quasiment similaires au polyrame, quoi. Voilà, donc, enfin, dans des conditions contrôlées. Donc, j'ai mis un exemple de travaux qui est proche
géographiquement de bonnes, hein. Donc, c'est l'exemple des travaux de Caroline Leroux là, qui avaient été réalisés en Beaujolais, hein, où elle avait testé du coup des stratégies bio avec et sans prophylaxie, hein, et une stratégie bio avec une réduction de dose de cuivre et des stratégies avec du cuivre uniquement utilisé sur Blackrot et du soufre uniquement utilisé sur Blackrot. Donc, ce qu'on peut voir, hein, sur ces essais, hein, c'est que là, enfin, en tout cas, dans les conditions de l'essai avec des petites placettes, on n'avait pas eu d'effet de la prophylaxie, mais que, au final, les stratégies bio donnent globalement quand même, à base de cuivre et de soufre, hein, donnent globalement satisfaction, et qu'on peut voir que même le soufre au sol, au final, et les doses réduites de cuivre, elles ont plutôt des bons résultats. Je dirais le seul bémol, c'était sur une année des résultats un peu moins bons pour le cuivre au sol. Voilà, donc ça confirme un peu cette idée que le soufre mouillable est quand même un produit très efficace sur Blackrot, et c'est un peu une aberration qu'il soit pas homologué sur cette maladie. Et donc elle avait soumis quelques préconisations, hein, qui sont, moi je trouve, très bonnes, hein, au final. Donc comme c'est une maladie historique, hein, il faut se baser sur l'historique pour définir sa stratégie de protection, hein. Et donc voilà, faut pas hésiter, hein, sur ces secteurs historiques à démarrer tôt, hein, et augmenter progressivement les doses, hein, notamment de cuivre, hein, pour arriver, je dirais, autour de 500 grammes de cuivre métal, hein, sur des parcelles sensibles, euh, enfin, sur la période de sensibilité maximale des grappes. Ou, par exemple, en conventionnel, passer sur des IDM et des QOI entre la floraison et la fermeture. Donc, ouais, ça m'amène au projet là que j'ai mené du coup sur le BlackRot entre 2021 et 2024 à l'échelle nationale, hein. Donc, l'idée de ce projet, c'était, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de biocontrôle, hein, qui sont homologués sur cette maladie. Donc, l'idée, c'était d'identifier, hein, des biosolutions qui sont déjà commercialisées, déjà disponibles pour les viticulteurs, hein, et de créer, enfin, déjà de trouver des solutions efficaces sur BlackRot, hein, et de créer des stratégies alternatives, hein, diffusables pour les vignerons. Donc, le projet, en fait, c'est un continuum, hein, l'idée, c'était d'avoir un continuum qui allait de la boîte de pétri, hein, jusqu'au vigneron et à la stratégie. Et donc dans un premier temps, on a travaillé au sein de la plateforme BC2Grep, hein, qui est une plateforme mutualisée à Bordeaux entre l'IFV et l'INRAE, donc sur laquelle notre idée, voilà, c'était de faire une sélection de candidats à tester au champ à partir, mais de produits qui potentiellement pouvaient avoir une efficacité sur le Blackrot, hein. Donc on a dans le cadre de ce projet formalisé un parcours de validation des solutions, à la fois sur des conditions in vitro et sur des plants en pot. Donc le in vitro, c'est peu intéressant, enfin, c'est moins intéressant, hein, que la phase en pot, hein, parce que in vitro, ça sert juste à dire en fait s'il y a une efficacité fongicide ou non des produits, hein. Parce que très souvent, on nous vend des produits, on nous dit, c'est très séduisant de dire que c'est des stimulateurs de défense et autres, hein, mais très souvent, au final, on se rend compte que ces produits, ils ont plutôt des efficacités fongicides. Donc l'idée, c'était plutôt de valider ce point-là. Et Implanta, voilà, je dirais, on testait à chaque fois sur 10 plants, donc non traités et des plants traités, avec une inoculation, l'effet, mais du coup de différents produits. Donc on a testé plus de 30 biosolutions dans le cadre de ce travail. Donc si on fait un premier bilan, donc on a été plutôt agréablement surpris, hein, puisqu'on a quand même trouvé pas mal de produits avec un effet, en tout cas sur le Blackrot, hein. C'est une majorité de produits fongicides au final, sachant que là, la liste
que j'affiche, il y a quand même un gros gap entre les conditions de labo et de serre et le terrain pour confirmer les efficacités. Vous le verrez sur les essais à suivre, il y a des produits qui sont pertinents en serre, mais qui sont pas forcément très pertinents au laboratoire, enfin, dans des conditions de terrain. Donc, on a deux produits qui sont ressortis d'une manière très intéressante, l'hydrogénocarbonate de potassium et les phosphonates de potassium avec des efficacités très bonnes. On a également l'huile essentielle d'orange douce qui est ressortie avec une efficacité, je dirais, dans des conditions de serre. Un produit stimulateur de défense des plantes, le Belvin. Un micro-organisme donc à base de Bacillus pumilus. On a également les terpènes, donc géraniol, thymol avec le produit Esseva qui sont ressortis. Le polysulfure de calcium également, donc c'est un produit qui est utilisé notamment en arboriculture sur la tablure. On a également les graines germées de lupin dont Nicolas vous a parlé tout à l'heure, qui montrent une efficacité en tout cas qui ont été sélectionnés comme candidats. On a également une substance de base de la famille des hydrogénocarbonates, donc hydrogénocarbonate de sodium qui semble intéressant. Et en plus, c'est un produit, c'est une substance de base, donc elle peut être utilisée et elle n'a pas de DSR, donc ça peut être un produit intéressant à mobiliser. Et puis, il y a pas mal, en fait, au vignoble, notamment, il y a beaucoup de produits qui sont proposés, parfois des poudres de perlimpinpin. Et donc, nous aussi, on a testé quelques produits pour voir. Enfin, on a testé aussi des biostimulants et autres qui étaient déjà utilisés sur le terrain pour voir s'ils avaient une efficacité intéressante. Alors, c'est très souvent des produits à base, par exemple, de sulfate de manganèse, de zinc ou d'ascophilium, par exemple. Et là, on a quelques produits qui sont ressortis. Après, il faut se méfier. Parfois, il y a des produits où il y a du cuivre à l'intérieur. Et le cuivre a déjà un effet sur Black Rot, bien sûr. Donc voilà, une fois qu'on a validé ces candidats, on avait quand même pas mal de candidats à tester au champ, mais ça nous a permis quand même de faire pas mal de tri par rapport à la liste qu'on avait fixée. Donc on valide ces produits également dans des essais en microplacettes, où là l'idée c'est d'être assez bête et méchant au final. Donc on va passer tous les 10 jours avec les produits à leur dose homologuée et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre sur des parcelles très sensibles au black rot. Donc souvent des variétés résistantes, Midioidium. Et donc, on a testé ça à l'échelle nationale, plutôt dans le sud, bien qu'on avait également une parcelle en Beaujolais. Donc, on a testé 14 substances et notamment 2 associations, notamment avec un bicarbonate et un phosphonate de potassium. Donc, très tôt dans le projet, on a testé l'hydrogénocarbonate de potassium et les phosphonates de potassium sur un grand nombre de sites au final. Je dirais, l'hydrogénocarbonate de potassium, c'était un livrable intéressant pour les bio et les phosphonates, ça permettait d'avoir le côté conventionnel. Et donc, si on regarde les résultats, en tout cas, sur armicarbe, vitisant et carpette, donc ici, à chaque fois, j'ai mis la régularité. En fait, la régularité, c'est le pourcentage de fond, on se différencie du témoin non traité. Et l'efficacité, c'est l'efficacité moyenne qu'on peut observer sur notre réseau de parcelles. Donc, vous pouvez voir, par exemple, sur armicarbe seul, on l'a testé quand même sur 12 sites. Donc, c'est quand même des essais assez larges. On peut voir que sur feuille, on a des efficacités équivalentes entre le soufre mouillable et armicarbe et vitisant. Et on peut voir qu'on augmente la régularité de l'efficacité en associant du soufre mouillable à armicarbe. Et sur grappe, on a un peu la même conclusion. On peut voir que le produit le plus performant sur grappe, en tout cas chez les hydrogénocarbonates, c'est armicarbe, avec une efficacité partielle, mais tout de même assez régulière sur le terrain, presque au niveau du soufre mouillable. Et on peut voir que l'association, par contre, soufre mouillable armicarbe, est très intéressante et synergise très bien, en tout cas sur les essais où on l'a mis en œuvre. Pour les phosphonates, donc les phosphonates, ça peut être un produit très intéressant conventionnel, puisque c'est un produit systémique. Tout à l'heure, on a dit,
on a dit que les jeunes feuilles étaient très sensibles, hein, donc l'association phosphonate-soufre, hein, elle peut être très intéressante sur des variétés résistantes, hein, pour faire des programmes, par exemple 100% biocontrôle. Et donc, on a testé, d'après nos essais, on peut voir que mais déjà sur feuille, les phosphonates de potassium ont une efficacité équivalente au soufre mouillable, hein, et qu'en association, on arrive à une efficacité autour de 80%, ce qui est au niveau des stratégies conventionnelles à base de polyrame, hein, qu'on avait sur nos essais, sur feuille. Sur grappe, également, on trouve des très bons résultats des phosphonates, hein. Donc, on est sur une efficacité partielle au niveau du soufre mouillable. Et on peut voir que la stratégie phosphonate et soufre mouillable associée, ben, on est sur des niveaux d'efficacité autour de 80% avec une régularité de 100%. Et on est, je dirais, au niveau ben, des stratégies de référence polyrame sur nos essais. Donc, on a également commencé à tester. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tester tous les candidats. Donc, il y a des candidats aussi qu'on a écartés, hein, dont on verra les résultats sur la diapo suivante, hein. Mais là, par exemple, on a commencé à tester des nouveaux candidats en 2024, hein. Et par exemple, Arvor, Belvin, Curatio, donc le polysulfure de calcium, Esseva, les terpènes, Pleione, qui est un chitosan, et on les a comparés par une référence cuivre-soufre, hein. Et ce qu'on peut voir, c'est par exemple qu'en 2024, on a eu des résultats très intéressants, par exemple sur Arvor, hein, et le Curatio. Donc Arvor, voilà, c'est un produit biostimulant, mais ça peut être intéressant de voir justement le mode d'action, hein, qui est développé sur ce produit-là. Et on peut voir qu'Arvor, hein, on a apporté 2,25 kg de cuivre quand même avec ce produit. Donc voilà, là ici on a un peu une synthèse, hein, des travaux, hein, et on peut voir que bon, au final, hein, l'association soufre mouillable phosphonate, on est quasiment au niveau ben, du méthérame de zinc et de l'association soufre mouillable plus cuivre, hein, en moyenne. Donc je dirais qu'on a deux produits, je dirais phares, hein, qui sont ressortis des essais, les phosphonates de potassium et les bicarbonates de potassium, et on espère qu'il y ait rapidement des extensions d'usage, et je pense que c'est un peu enfin, voilà, c'est un peu dans le. Je pense que ça va pas tarder à arriver, en tout cas, je l'espère, sur ces produits-là. Mais on peut voir qu'il y a aussi des produits qui n'ont pas du tout marché, hein, comme Romeo, Sonata et Redeli. Et donc, ces travaux, ils se poursuivent, hein, et on a quand même plusieurs pistes, hein, qui nous semblent très intéressantes, hein. On a parlé du polysulfure de calcium, hein, qui pourrait être également demain un produit intéressant à mobiliser par les viticulteurs sur Black Rod. Il y a également l'huile essentielle d'orange douce, hein, qui a montré des résultats partiels sur feuille, mais qui semble avoir une efficacité. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver le bon positionnement sur ce type de produit, hein, sur une maladie où les contaminations se passent mais quand on est en présence d'eau libre. Donc, une fois qu'on a identifié ces produits, hein, il faut mettre en place des stratégies, hein. Et là, on a pas mal travaillé du coup, sur le positionnement à l'aide de modèles, hein. Donc là, c'est un exemple, hein, d'outils de modélisation qui pourrait être utilisé, hein, dans le cas de parcelles sensibles, hein. Donc ici, on peut voir le modèle Vitimétéo, hein, qui a été développé dans le cadre d'un projet allemand et suisse, hein, donc, où on a tous les éléments en fait, hein, qui peuvent vous aider à prendre des décisions. Donc on a la météo, l'humectation, donc on a dit qu'il était un paramètre névralgique. Le modèle calcule un risque d'infection, donc qui représente si les conditions sont favorables ou non à la pénétration du champignon à l'intérieur de la plante, hein. Et puis on a tout l'aspect sensibilité, à la fois la sensibilité des grappes, hein. On peut voir qu'elle est maximale autour un peu après la nouaison et puis qu'elle diminue progressivement au cours du temps. Et on a la croissance de la vigne, hein, qui est représentée avec le pourcentage d'organes jeunes disponibles. Voilà. Et on cherche de plus en plus à avoir des nouveaux indicateurs de risque et on travaille, hein, en ce moment sur un indicateur. Donc, on travaille, on a déjà, je dirais, des livrables sur la sporée aérienne Midiou et Odium et on a un réseau de quasiment 200 parcelles à l'échelle nationale. Mais l'idée, ça serait demain également de pouvoir mesurer, hein, le black rot, hein, dans ces suivis de sporée. Donc voilà, j'ai juste mis un exemple, hein, de stratégie
qu'on avait mis en œuvre chez des viticulteurs à Cognac, hein. Donc, c'est dans le contexte de la production d'eau de vie, hein, avec de l'uni blanc, donc un contexte particulier à Cognac, sachant qu'on ne peut pas utiliser de soufre mouillable dans notre contexte après la nourrisson. Donc, c'est un programme à base de fongicides cupriques et de fongicides systémiques à base de phosphonate pour lutter contre le mildiou, de soufre mouillable jusqu'à la nouaison et après d'hydrogénocarbonate pour lutter contre l'odium, et avec intégration parfois d'huile essentielle d'orange douce en cas de symptômes. Donc, on a testé ce programme chez 24 viticulteurs à grandeur réelle avec leur pulvé sur des parcelles coupées en deux. Et donc, on a pu éprouver, hein, l'effet de ces produits et notamment à chaque fois l'effet de plusieurs produits à efficacité partielle, hein, sur le développement du black rot, hein. Et il faut savoir qu'à Cognac, en tout cas, sur Uni Blanc, on a quand même une forte sensibilité au black rot avec pas mal de parcelles à historique, hein. Et donc, ce qu'on peut voir, hein, c'est que entre 2022 et 2024, hein, donc voilà, on avait une présence quand même assez régulière sur feuilles, hein, dans les témoins non traités de black rot, hein, et qu'on n'a pas observé, hein. On a plutôt des bonnes efficacités sur feuilles, hein, avec pas de différence, hein, entre les modalités références, hein, donc les pratiques du vigneron, et notre modalité alternative, hein. Et sur grappe, hein, également, on n'a pas, enfin en tout cas, on n'a jamais observé, hein, même sur les parcelles avec des historiques importants, hein, de dégâts, en tout cas de black rot, hein, ce qui montre qu'il y a une bonne complémentarité, hein, entre ces solutions à efficacité partielle. Donc voilà, pour conclure, hein, on travaille, donc on a créé des protocoles, hein, pour sélectionner, ben, les produits efficaces sur black rot, hein, qu'on peut, voilà, par exemple, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un produit intéressant sur BlackRock et on pourra le tester demain, je dirais, dans le cadre de nos projets, hein. Les protocoles sont maintenant disponibles, hein. Donc, on espère qu'on va avoir des homologations, des extensions d'usage prochaines, hein, sur les hydrogénocarbonates de potassium et les phosphonates de potassium. Et on a d'autres pistes prometteuses, hein, qui arrivent potentiellement. Donc, on travaille sur la modélisation, notamment pour limiter le coût des programmes et éviter d'utiliser, par exemple, de l'armicarbe en plus sur un itinéraire bio sur des périodes de faible sensibilité et vraiment sélectionner les périodes les plus névralgiques, hein. Et en variété résistante, c'est vrai qu'on recherche très peu de traitements, donc les modèles peuvent nous aider à sélectionner les bonnes périodes où on va appliquer des produits. Donc voilà, on a eu des bons résultats en grande parcelle, hein, sur le réseau Luma. Et donc, en termes de dynamique, on a une grosse dynamique, hein, notamment en Nouvelle-Aquitaine, sur la recherche sur le black rot, hein, et on travaille beaucoup en partenariat avec l'INRAE. Et donc, on a pu en parler tout à l'heure, mais on commence à travailler sur les méthodes prophylactiques, hein, sur cette maladie, notamment le retrait des sarments et des momies via des méthodes mécaniques. On va travailler également sur l'effeuillage, hein, qui peut permettre de retirer les feuilles atteintes de symptômes au-dessus des grappes. Et on est en train de développer des indicateurs, notamment pour pouvoir monitorer dans l'air, mais aussi dans le sol, la présence des pathogènes, hein, que ce soit le mildiou ou le black rot. Donc ça, c'est ce qui va être fait dans le cadre du projet Parsada Savoir. Et dans le cadre du projet Parsada Levier, là, on va pouvoir poursuivre, hein, les travaux que je vous ai présentés sur Zéro Black Rot, hein, et sélectionner des nouveaux candidats potentiels à utiliser, que les vignerons pourront utiliser dans le cadre de la protection black rot. Et voilà, on a aussi des travaux, hein, qui démarrent sur l'aspect épidémiosurveillance et notamment la mise en ligne, hein, de modèles publiés sur le black rot à l'échelle internationale et de voir comment on peut les mettre à disposition des animateurs BSV et des viticulteurs. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et je suis désolé de ne pas pouvoir être présent, hein, pour vous présenter ça en physique. Voilà. Et voilà, il y a quelques contacts, que ce soit à l'INRAE ou à l'IFV. Voilà, faut pas hésiter à revenir vers nous pour nous poser des questions si vous avez des problématiques localement sur cette maladie.
Du coup, pour les questions, pour que Xavier nous entende bien, on va faire passer le micro, parce que autrement, ça va être compliqué pour lui. Donc, si vous en avez, Xavier va répondre une fois. vas-y. Là, et après, je vous pose. Oui, bon, concernant les traitements possibles en bio, j'ai vu dans un beau tableau qu'on avait la combinaison donc soufre, mouillable, cuivre, une bonne efficacité contre la crotte, et la même efficacité que des phosphonates, par exemple. J'ai l'impression que dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. Et je sais pas, est-ce que vous pouvez peut-être préciser, et notamment les produits utilisables en bio, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Parce qu'aujourd'hui, elles sont un peu limitées. Alors, pour le moment, vous avez le cuivre et le soufre et le soufre mouillable. Après, nous, justement, on espère arriver à avoir des extensions d'usage sur des produits comme Armicarb, Vitisan, qui, en tout cas, ont démontré, nous, dans les conditions de nos essais, des résultats assez intéressants, en tout cas, sur BlackRock. Ouais. Après, il y a aussi le polysulfure de calcium qui pourrait être homologué. Et on a quelques pistes en bio, mais voilà, on aimerait trouver des modes d'action, je dirais stimulateurs également, pour avoir ce côté protection des organes néoformés, quoi. Voilà. Bon, je apporte un complément. Je rejoins le décalage entre le résultat d'expert et le ressenti terrain. Sur Fronton, dans le sud-ouest, il y a une grosse pression de la prod. Il y a des vignerons bio qui reviennent au conventionnel à cause de ça. Parce que il y a la difficulté de positionner, enfin, de déclencher les traitements au bon moment. Effectivement, tout le travail de modélisation que vous présenter Xavier, j'espère que ça va aider à anticiper les premières contaminations et après pouvoir positionner, si on reste sur les produits de contact, il faut pouvoir les positionner au bon moment par rapport aussi aux contaminations. Quand le printemps il pleut pratiquement tous les jours, c'est compliqué. D'où, je pense, le décalage entre le résultat qu'on peut présenter en médecine et puis ce qu'on peut voir parfois sur le terrain, malheureusement. Après, voilà, c'est pour ça qu'on a essayé également de renforcer un peu les programmes bio, peut-être en ajoutant sur les périodes vraiment à risque, par exemple de l'armicarb, pour, euh, pour essayer de sécuriser un peu les programmes. Et ça reste quand même un produit de contact également, l'armicarb. Et la limite sur les itinéraires bio, c'est voilà, d'être sur des produits lessivables. Et quand on a connu 2024-2023, notamment à Fronton, c'est clair que c'est pas évident. Après, il y a la prophylaxie aussi qui pourrait être quelque chose d'intéressant en bio. Nous, on a des viticulteurs à Cognac qui avaient des très grosses problématiques black rot et qui ont mis en œuvre le retrait des sarments et des momies avec des broyeurs hors sol et qui sont sortis de ces problématiques, quoi. Voilà. Pour avoir suivi pas mal d'OAD et de modèles sur le BlackRock, on a souvent vu que ce n'était pas vraiment pertinent au niveau de la dynamique. Est-ce que par rapport à ce que vous avez commencé à tester, vous avez vu des choses intéressantes sur ces OAD, les micros, Movida, des citrettes? Alors, nous, on utilise beaucoup Potentiel Système. Potentiel Système, il n'est pas très pertinent, en tout cas sur, je dirais, enfin, il essaie d'estimer en tout cas une cinétique d'évolution du pourcentage d'organes touchés. Il n'est pas très pertinent. Moi, je suis honnête avec vous sur ces questions. Il est surtout pertinent pour définir les premières contaminations en général. Il est plutôt pertinent sur l'inoculum primaire. Après, voilà, moi, je trouve qu'on a des résultats très intéressants, notamment sur le modèle Vitimétéo que je vous ai présenté. Et il arrive quand même assez bien. Donc, il définit pas de cinétique. Il définit juste un risque d'infection qui calcule en fonction de l'humectation et des températures. Il permet quand même de bien, je dirais, discriminer les périodes de risque élevés. Et par exemple, sur des risques faibles, on l'a testé avec l'INRAE, on l'a validé
en regardant précisément les nombres d'ascospores produits, hein, on avait vraiment des dégâts sur le terrain que sur des risques modérés à forts, hein. Et du coup, on trouve qu'il est plutôt bien, il arrive à bien discriminer les périodes de dégâts importants. Après, il ne faut pas oublier que les modèles, pour faire une stratégie, hein, il faut aussi se baser toujours sur d'autres indicateurs de risque, hein. Il y a la sensibilité de vos parcelles, hein, qui va rentrer en jeu. Il y a la croissance de la vigne, hein, qui je dis est un paramètre très important qui va conditionner les dégâts, la sensibilité des grappes également. Donc c'est pour ça que ce modèle est assez bien carrossé parce qu'il permet je dirais, de mettre en évidence tous ces indicateurs de risque, hein, qui sont très importants sur BlackRock. Voilà. Merci. Question? Bon, bah, merci Xavier. Ah, une dernière. Sur les associations soufre-phosphonate, est-ce que vous avez une idée des doses que peut employer? Alors, soufre phosphonate, hein, au final, les doses, hein, c'est des doses, on partait de 3 kilos de soufre, hein, en début de campagne, hein, à monter à 6 kilos sur le cœur de programme. Et en termes de phosphonate, hein, on était plutôt sur du 3 litres hectare en cœur de programme, avec des doses optiques dosées, hein, sur le début de campagne. Voilà. Enfin, adaptées au volume foliaire, hein, au final. Des phosphonates plus récents, c'est-à-dire avec un pH plutôt neutre. Là, on a pas mal travaillé sur LBG en cœur de programme et plutôt, par exemple, les spécialités comme phytosarcane, Mykonos et autres je dirais, sur les phases plus précoces, hein, puisque LBG est autorisé seulement à partir de 5-6 feuilles. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur les débuts de campagne, normalement. Voilà. Je vous remercie.